Les amis, si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Quelle victoire de Paddy Pimblett qui termine Michael Chandler par TKO au troisième round à l'UFC 314. Donc vraiment, performance dominante, une vraie démonstration. Massimo, est-ce que la hype est enfin validée pour Paddy Pimblett? Bah, pour moi, la hype, elle est carrément validée même. On peut dire que Paddy Pimblett, il a vraiment évolué au fur et à mesure des années à l'UFC. Et c'est vraiment un combattant que j'aime regarder et que je pense pas mal de gens aiment regarder. Il s'est striké, il s'est lutté, il s'est terminé debout, même en grappling. Et franchement, ça a été une grosse prestation contre Chandler. Ouais, c'est clair. Mais je suis d'accord avec toi. Il est vraiment spectaculaire et c'est à chacun de ses combats en vrai. Là, il est déjà à 7 combats à l'UFC, 7 victoires, beaucoup de finish. Et là, il m'a impressionné debout. Franchement, debout, il était super dangereux. Il a mis en difficulté Michael Chandler debout en fait avant de le mettre en difficulté au sol. Et même au premier round, en fait, il était un peu en galère, tu vois. Et il a réussi, il a fait preuve aussi de mental finalement parce qu'il a pas paniqué. Et à partir du deuxième, il a déroulé clairement quoi. Ouais, il a clairement déroulé. Et en plus de ça, on a pu voir qu'il s'est fait emmener deux, trois fois au sol par Chandler. Et puis ça l'a pas découragé ensuite à tester Chandler, lui, à son tour aussi au sol. Et à le terminer au sol au final. Ouais, c'est clair. Mais vraiment, grosse prestation, impressionnant. Et c'est ça aussi, c'est que personne avait fait ça à Chandler avant, tu vois. Personne n'avait été autant dominant en fait. Pourtant, il a perdu contre des gros noms, mais là, c'était violent, quoi. Le finish était violent en tout cas, tu vois. Ouais, ouais, et surtout que quand on voit les adversaires qu'il a eu Chandler, à chaque fois, il les a fait vaciller. Quand on regarde le combat qu'il avait contre Charles Oliveira, il fait tomber Charles Oliveira. Et là, Pimblett, on l'a pas du tout senti en danger, en fait. Mm. Ouais, ouais, c'est exactement, tu vois. Et impressionnant, franchement. Je pensais que ça allait être plus serré que ça. Après, peut-être que certains diront que c'était un mauvais Chandler, mais je pense juste que là, Pimblett était 2, 3 niveaux au-dessus, tu vois. Donc impressionnant. Et après son combat, il a call out plusieurs combattants, donc des combattants du top 5, hein. Il a call out Charles Oliveira qui est actuellement numéro 2, l'ancien champion, Dustin Poirier qui est actuellement numéro 3 et Justin Gaethje qui est classé numéro 5. Là, il était 12e avant d'affronter Michael Chandler. Il a battu Chandler qui était numéro 7, donc logiquement, il devrait prendre sa place de numéro 7. Et là, devant lui, il n'y a que des gros noms. Donc 6e, Dan Hooker, 5e, Dustin Poirier, 4e, Max Holloway, Justin Gaethje en troisième position, Charles Oliveira deuxième, Arman Tsarukyan en premier et enfin le champion Islam Makhachev. Donc là, il n'y a que des gros noms devant lui. Il a KO 3 gros noms. Et en plus, juste avant l'UFC 314, il y a eu un petit bif avec Arman Tsarukyan. Pimblett qui est un peu trash talk, je pense que c'était un peu calculé aussi, tu vois. C'est histoire de faire monter une tension et potentiellement décrocher un combat face à lui, vu qu'il est numéro un. Mais en tout cas, il l'avait attaqué en disant que c'était un gosse de riche, etc., par rapport à la fortune de son père. Il l'avait aussi attaqué par rapport à son forfait juste avant son combat contre Islam Makhachev qui était prévu à l'UFC 311 et qui s'est pas fait finalement. Donc il l'a attaqué sur ça en mode c'est un lâche, etc. Et Arman Tsarukyan qui s'est pris au jeu et qui a répondu à Paddy Pimblett en disant si on s'affronte, on verra qui est un lâche en gros. Tu vois, donc il y a une petite ouverture aussi sur ça. L'UFC peut peut-être capitaliser là-dessus, surtout que je pense que l'UFC, ils savent très bien faire monter leurs stars. Paddy Pimblett, c'est l'une des stars de l'UFC clairement, même si c'est pas la plus grosse star, mais il a clairement un gros potentiel. Donc je pense que ça peut être une vraie option aussi pour Paddy Pimblett, tu vois. Ouais, surtout que Dana White l'avait précisé hein, quand Tsarukyan s'est blessé juste avant Islam. Il lui avait dit qu'il allait devoir repasser par la case contender. Donc la suite logique, ce serait peut-être en vrai, au final, du coup, un combat contre Pimblett. Mm. Ouais, c'est En tout clair. cas, c'est quelque chose de possible, c'est cohérent, ça reste cohérent. Ouais, bah ouais, ouais, ça reste cohérent et même si logiquement peut-être qu'un gars plus random entre guillemets aurait eu un combat avant d'affronter le numéro un. Là je pense que comme il a ce truc de star power un peu comme Sean O'Malley, Khamzat Chimaev, etc. L'UFC pourrait le propulser et en plus t'as Arman qui est un peu... on sent qu'il a été mis de côté, tu vois, même Dana White le met un peu de côté depuis le truc à l'UFC 311. Donc c'est vrai que c'est clairement probable. Et est-ce que toi tu vois quelqu'un d'autre chez les légers pour Pimblett? Bah,
Ouais, je vois plutôt en vrai un Ilia Topuria aussi, parce qu'on sait qu'ils ont Mm. une grosse rivalité les deux. Ouais. Topuria vient de monter, donc la hype, elle peut vraiment être là si Dana White annonce un combat de ce genre. Surtout qu'il y a eu des mots un peu durs de Pimblet sur Topuria. Topuria a répondu, ils se sont bien chamaillés sur les réseaux. Donc l'UFC connaît, enfin surtout Dana White connaît bien l'aspect business, et je pense que ça, ce serait un combat qui marcherait énormément. Ouais. Et d'autant plus que Topuria galère à trouver un adversaire depuis qu'il est monté, qu'il a laissé sa ceinture de champion poids plume vacante. Il galère quoi. Lui, il veut Oliveira et Makachev, mais les deux ont pas l'air décidés à l'affronter. Peut-être qu'au final, ce sera la seule option pour lui, tu vois. Ouais, peut-être que finalement, ce sera la seule option, et en plus une option que en vrai tous les deux veulent, hein. Chacun a dit qu'ils allaient se rencontrer, Mm. que un tel allait battre un tel de telle manière, donc en vrai, ce sera l'occasion de les voir s'affronter. C'est clair, ouais. Et je me suis dit aussi, quand j'ai vu la victoire de Pimblet, que je me suis rappelé à quel point il était spectaculaire. Parce que là, déjà, en 7 victoires, il a 5 victoires par finish à Mm. l'UFC, 0 défaite pour l'instant. Et à chaque fois, c'est vrai que c'est spectaculaire. Et j'ai imaginé un combat face à BSD, Benoît Saint-Denis. Franchement, les deux sont spectaculaires. Les deux ont un style de feu. Je pense que ça pourrait donner un truc incroyable. Et en plus, c'est deux gars qui sont européens. Donc un français, un anglais. Ça pourrait clairement être très intéressant pour l'UFC, tu vois, de faire un gros combat soit à Paris, soit à Londres entre les deux. Franchement, il y a un truc à faire, tu vois. Là, BSD qui va affronter Joël Alvarez le 10 mai à l'UFC 315. Si il arrive à remporter cette victoire, à consolider sa place dans le top, en vrai, les deux sont jeunes en plus, tu vois. BSD qui a 29 ans, Paddy Pimblett 30 ans. En vrai, je pense qu'ils vont finir par se rencontrer à l'avenir, quoi. Ouais, ouais, carrément, c'est en plus c'est la nouvelle vague des poids légers, on peut le dire. Ouais. Et ouais, BSD après faut qu'il remporte son combat le 10 mai à Montréal. Mais s'il y a la victoire au bout et qu'il se rapproche du top 10 et encore plus, ouais, Pimblet, ce sera vraiment un mec sur qui il devra passer pour avoir la ceinture. Donc, je pense que même c'est dans un coin de la tête de Benoît de se dire que, enfin, il a dû regarder et de voir des mecs qui performent comme ça. Hmm. Il se dit que il doit élever son niveau et passer par des mecs comme ça pour arriver à son but qui est la ceinture. Donc, ouais, ce sera un match-up grave intéressant, et je pense qu'ils vont se rencontrer à l'avenir, vraiment. Ouais, ouais, clairement. Je pense aussi, on verra de toute façon, la prochaine échéance pour BSD, c'est le 10 mai. Mais là, après, on fait vraiment spéculation, tu vois. Mais je pense qu'à l'avenir, ils finiront par se rencontrer et c'est très très intéressant. Mais en tout cas, Paddy Pimblett, franchement, bah, pour répondre à ma propre question, moi, je valide aussi la hype. Parce que Chandler, il avait affronté que des gros morceaux. Il avait perdu que contre Oliveira, Geji et Dustin Poirier. Et en vrai, même si il a été battu, vraiment battu par les trois, et Oliveira qui avait fait quand même une prestation vraiment dominante en novembre, mais là, franchement, Pimblet, il l'a explosé à partir du deuxième en Mm. tout cas. Ça, il l'a effacé de la carte, quoi, tu vois. Donc, Ah bah ouais, mais même on peut le voir les traces physiques sur le visage mhm, de Chandler, hein. ouais. Pimblet, il a vraiment varié. Le genou qui tape en pleine pommette et qui ouvre Chandler. Enfin, quand on voit le visage de Chandler à la fin, on se dit que Ouais. le pauvre, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, d'ailleurs, il était même pas là au moment de la décision, entre guillemets, avec l'arbitre qui lève les mains. Chandler n'était même plus là, quoi. Et il l'a vraiment amoché, il l'a touché avec des Mm. coups. Et c'est là que tu vois aussi qu'il est vicieux. Et il l'a dit d'ailleurs en conférence de presse d'après-combat. Le seul combattant peut-être plus vicieux que moi, c'est John Jones, entre guillemets. Mais Mm. sinon, lui, il se considère vraiment comme un gars super dangereux, tu vois. Ouais, ouais, en plus, il a dit qu'il a un bon fight IQ, et je le rejoins sur ça parce que il a su s'adapter au fur et à mesure du combat. On a vu que dans le premier round, c'était plus ou moins du 50-50, même s'il prenait le contrôle de la cage. Mais après, dès le deuxième round, il s'est ajusté et la domination, elle a été nette, quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Impressionnant en tout cas, Paddy Pimblett. Main event, Alexander Volkanovski, pareil, très impressionnant. Moi, ça m'a fait grave plaisir de retrouver Volka comme ça, dominant. Il était affûté comme jamais. De toute façon, on le voyait. Je pense que c'était peut-être la meilleure shape de sa carrière avant le combat là. Euh, Combat franchement rondement mené. Quelques alertes. Après, on s'y attendait clairement. C'était un peu ce que tout le monde pensait. Soit Volka s'impose à la décision en marquant ses points, etc. Soit Diego Lopez peut le mettre KO.
Et il y a eu des alertes à la fin du second round, il se fait mettre knockdown assez violemment, mais il se relève directement et clairement il remporte, selon moi, il remporte clairement le combat. C'était une décision unanime assez claire pour moi, tu vois. Même si le deuxième et le quatrième round sont beaucoup plus serrés et peuvent aller pour Lopez, quoi. Mais grosse prestation, franchement impressionnant. Et puis c'est surtout, il brise la malédiction des 35 ans, tu vois. Il a réussi à récupérer son titre après 35 ans passés, tu vois. Donc il brise enfin cette malédiction. Et, euh, et c'est impressionnant, franchement, il a montré qu'il était encore présent, qu'il était encore super compétitif face au numéro 3 qui pour l'instant raflait tout à l'UFC à part ce premier combat face à Movsar Evloev qu'il avait perdu en short notice. Mais grosse presta. Et derrière, il a expliqué justement qu'il serait chaud pour Movsar Evloev ou pour Yair Rodriguez. Yair Rodriguez qui a d'ailleurs remporté une grosse victoire sur Pitbull, Patricio Pitbull. Donc je sais pas, est-ce que toi c'est des noms qui te hype pour un combat? Bah, je serais bien hypé par un combat contre Evloev, vu que il est encore invaincu. Et son dernier combat contre Sterling, c'était un combat assez spectaculaire en termes de grappling et tout ça. C'était vraiment Ouais. des échanges de grappling très spectaculaires. Et il pourrait, je pense, mettre en difficulté Volk sur cette phase-là. Et puis Volk commence un peu à prendre de l'âge. Il va avoir 37 ans en septembre. Donc Mm. lui aussi sait qu'il le temps passe et que il doit enchaîner. Et tant qu'il est en forme, il faut combattre. Donc dans l'idéal, Evloev en premier, Ouais. dans un état de forme en tout cas mieux que s'il il l'affrontait encore après un autre combat. Ouais. Donc ouais, personnellement, je serais hypé par un Evloev parce que ce serait un match-up de style aussi. Ouais. Et ça montrerait que Volkanovski, quand même, avec son âge, est quand même un grand combattant. Et moi, j'aimerais bien que s'il gagne contre Evloev ou sa prochaine défense de titre, qu'il parte là-dessus, tu vois. Comme ça, il partirait sur Ouais. une bonne note et avec la ceinture. Ce serait beau, je trouve. Ouais, c'est clair. Bah, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ce serait une super belle victoire parce qu'en plus, Evloev, c'est quand même un poison, tu vois, au niveau de son style, etc. Il a l'air vraiment très compliqué à battre. Et Volka l'a dit, de toute façon, c'est son mindset depuis le début. Mais lui, ce qu'il veut, c'est prouver qu'il est le meilleur et affronter les meilleurs. Et il veut aucune concession ou quoi. Donc là, en citant Evloev, parce que c'est le premier qui cite d'ailleurs, Evloev, donc on le rappelle, qui est classé numéro 4 pour le moment. Il le cite et clairement ça prouve encore une fois sa volonté, tu vois, de battre les meilleurs. Yair Rodriguez, en soi, il l'a déjà battu, donc ça c'était en juillet 2023, il l'a déjà battu en plus de manière super convaincante à l'UFC 290. C'est une revanche qui me hype pas forcément. Après, il a expliqué qu'avec cette victoire sur Patricio Pitbull, si l'UFC mettait Rodriguez, il accepterait, tu vois. Mais je pense pas que ce sera le cas en vrai. Je pense que c'est juste qu'il a remporté cette victoire et il est dans l'actu, tu vois. Mais à mon avis, Movsar, ce serait plus logique. Et il y a aussi, bon ça il en parlait avant l'UFC 314, une potentielle revanche face à Topuria. Et Volka explique un scénario. En gros, si Topuria prend la ceinture des poids légers, derrière il retrouve Volka. Donc je suppose Volka qui monterait plutôt, tu vois, chez les poids légers, il l'a déjà fait. Ils montent chez les poids légers, les deux s'affrontent, ils sont tous les deux champions de leur division. La revanche, tu vois. Est-ce que ça, c'est un truc qui pourrait te hype aussi? Ah, c'est un truc qui me hyperait, ouais. Mais le problème, c'est que je vois pas d'issue pour Volk face à Topuria. En tout cas, pas face au Topuria qu'on a vu contre Volkanovski pour prendre la ceinture des poids plumes, Ouais. ni le Topuria qu'on a vu face à Holloway. Je vois pas comment Volkanovski pourrait s'en sortir face à Topuria. Donc pour moi, ce serait un no match. Donc oui, je serais hypé. Mais d'un autre côté, je me dirais un échec de plus pour Volk en poids léger, quoi. Ce serait dommage. Ouais. Sachant que son premier combat contre Islam Makhachev pour monter en léger, c'était vraiment un beau combat, très serré. Et il n'a pas de quoi se cacher après une prestation comme ça. Donc pour moi, remonter en léger contre Topuria en plus, Hmm. trop de risques et trop compliqué pour lui, je pense. Ouais, ouais, je suis plutôt d'accord sur le stylistiquement et tout. Je vois pas comment il pourrait battre Topuria. Enfin, ça paraît compliqué en tout cas. En plus, il est dans la force de l'âge. Topuria qui a 28 ans, tu vois. Il arrive à son prime. Je sais même pas s'il a encore atteint son prime, mais il est impressionnant, tu vois. Même dans la confiance qu'il dégage, c'est super impressionnant. D'ailleurs, je trouve, tu vois, au niveau de la confiance, il me fait un peu penser
entre guillemets, tu vois, mais à des gars comme Connor à son prime Ah ou ouais, carrément, ouais. actuellement à Jean Silva. Et aussi, bon, Mauricio Roffi si on élargit, mais Jean Silva, là, la confiance qu'il a dégagée dans son combat face à Bryce Mitchell, la manière dont il l'a terminé par soumission, la Mm. manière dont il était sûr qu'il allait gagner, tu vois, ça me fait penser à ces gars-là jeunes et vraiment ils savent qu'ils vont gagner, quoi. Ouais, ouais. Tu vois. Ouais, c'était un combat. Déjà, Jean Silva aussi, ça peut être un potentiel match-up aussi pour Volk, vu qu'ils sont dans la même catégorie. Jean Silva, il monte très, très, très aisément, hein. Il gravit les échelons rapidement. Bryce Mitchell non plus, c'était pas un combattant mauvais, on va dire. Combattant assez solide en striking, en lutte aussi. Mm. Et Jean Silva, il en a fait qu'une bouchée, quoi. Donc, Ouais. franchement, moi, déjà, j'ai kiffé regarder le combat. Et pour le coup, un Jean Silva Volkanovski, ça, c'est quelque chose qui me. Je pense qu'à 4 h 5 h du matin, je serais réveillé devant, Ouais. les yeux grands ouverts. Je serais devant, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai que ça hype pas mal et comme il a le vent en poupe et tout, Jean Silva, pourquoi pas. Après, je sais pas s'il pourra aller aussi vite au titre, mais en tout cas, c'est une affiche très très intéressante, je suis d'accord. Et Nora Cornell, bon ça c'est la bonne nouvelle pour les Français. Nora Cornell, le premier combat de la soirée, grosse victoire par soumission au second round. Après un premier round assez compliqué, donc son adversaire Eli Cowan qui franchement a pas mal gêné la Française, position de contrôle au sol, mais elle a jamais été inquiétée. On n'a jamais passé proche du finish, même si à la fin du premier round, son adversaire prend le dos quand même de Nora Cornell. Mais deuxième round, elle a fait les ajustements. Elle a vraiment saisi la moindre opportunité de prendre le dos. Soumission, deuxième round, super belle victoire. Là, il me semble elle est classée 13e dans sa division. Donc, elle a fait un call-out sur Aline Perez. Donc, elle qui est classée 8e, Aline Perez. Aline Perez qui clairement c'est une combattante qui se fait pas mal remarquer. Bah d'ailleurs justement Nora Cornell qui a parlé de ses twerks etc. Tu vois. Et je pense que c'est un. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment un bon call-out en vrai. C'est un bon choix. Ouais, c'est un bon choix parce que bah, elle est classée 8, Pérez. Donc ça permettrait déjà à Cornell de potentiellement entrer dans le top 10 des bantamweights. Surtout que c'est une catégorie compliquée pour les femmes. Il y a des gros gabarits, il y a des finishes aussi. Donc ouais, pour Cornell, c'est un bon call-out. Elle l'a préparé avant aussi, je pense. Mm. Mais c'est une adversaire qui est bien pour Cornell, je trouve. Ouais, 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 c'est clair. Et je pense que ça, c'est une occasion pour elle de battre une adversaire qui est plus haut qu'elle dans le classement. Et en plus, une adversaire qui, tu vois, c'est un peu un personnage haut en couleur. Il y aurait du trash talk. Là, en soi, elle a un peu commencé en mode. Bon, il y a une fille qui twerk, machin, à Miami, tu vois. Donc, elle commence déjà un peu dans le trash talk. Ça pourrait, franchement, ça pourrait être. Je trouve que c'est une super option pour elle dans la KT pour monter progressivement et face à une adversaire qui fait un peu parler, tu vois. Donc c'est très intéressant. Mais en tout cas, franchement, l'UFC 314, c'était vraiment, vraiment une belle carte. Surtout la main card incroyable avec le KO aussi de Dominique Reyes sur Krylov. Énorme KO. C'est vraiment le comeback de Dominique Reyes. Là, il est assez incroyable. Il est sur 3 victoires consécutives. Donc il a vraiment l'air d'être de retour. Le beau combat entre Yair Rodriguez et Pitbull, comme on a dit. Et puis il y a Jean Silva, franchement, qui valide au maximum sa hype. Impressionnant en tout cas, tu vois. Ouais, impressionnant. Et puis Dana White a annoncé aussi en conférence de presse qu'il Mm. y allait avoir un autre UFC Paris. Ouais. Il n'a pas encore donné de date précisément, mais en tout cas, il l'a annoncé. Il a annoncé qu'il allait être présent aussi pour la première fois, Ouais. parce qu'il a entendu parler du public français, de la Marseillaise chantée en plein combat. Et du coup, on devrait voir un Dana White à Paris pendant un UFC Paris, Mm. à déterminer la date encore. Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est ouf. En vrai, que Dana White vienne à Paris, enfin, en vrai, il était temps, vu le succès des événements à chaque fois. Mais ouais, ça, c'est bonne nouvelle aussi, juste après l'UFC 314. Il annonce ça. Je pense que ce sera en septembre, en vrai, un peu comme chaque année. Mais Ouais, logiquement. en tout cas, bonne nouvelle. Voilà les gars, bah dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette UFC 314, qu'est-ce que vous avez pensé de la victoire de Paddy Pimblett, est-ce que selon vous la hype est enfin validée pour Paddy Pimblett, qu'est-ce que vous avez pensé du comeback de Volkanovski et bien sûr de la victoire de Nora Cornell, est-ce que vous aimeriez la voir face à Aline Perez, dites-nous tout ça en commentaire, si vous avez apprécié ce contenu n'hésitez pas à liker, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, c'était Massimo et Lorenzo, nous on se dit à bientôt sur Actu MMA.
Ciao.